droit dans ton podcast. De sexe ou quoi? Alors oui, mais pas que. Vous devriez plutôt prendre une crème pour peau mature. Mais tu vas parler de quoi en fait? Des femmes qui ont la quarantaine flamboyante? Oui, mais pas que. T'es encore vachement bien pour ton âge. Non mais à votre âge, le chien TPC, je ne connais pas. Hein. T'es né en quelle année toi? Celle du choc pétrolier. Ah, tu pourrais largement être ma mère en fait. Cette jupe en léopard, je peux la porter? Tu veux dire encore la porter? Si longtemps avant d'ouvrir mon ordinateur et y déverser mes billets d'humeur, mes envies, mes refus, mes non, mes oui. Vous faire réagir, vos messages d'encouragement, vos mots doux, vos énergies, tout ça m'a beaucoup manqué. Et en même temps, j'étais ailleurs, dans une autre matrice, à réfléchir au sens à donner, aux leçons à apprendre, toujours à rechercher une forme d'absolu. Cette période inédite de crise sanitaire, où nos angoisses se sont mêlées aux espoirs, où les coups étaient tendus vers un monde imaginaire, fantasmé, à la fois si proche et si lointain, où les oreilles se laissaient porter par un futur prometteur, où les discours prônaient une rupture, un monde meilleur. Un lendemain qui chante, disait Hippo dans Un monde sans pitié. Vous vous en souvenez ? Mais qu'est-ce qu'on nous a laissé? Les lendemains qui chantent? Le grand marché européen? On n'a que dalle. On n'a plus qu'à être amoureux comme des cons. Et ça, c'est pire que tout. Mais je n'étais que dans le mien de monde, celui que je me proposais de vivre à l'issue du déconfinement. Un monde où je reprendrais ma vie en main, avec de nouvelles libertés, de nouveaux horizons, une nouvelle organisation. Un monde avec un point en plus aussi, le monde d'une femme qui porte la culpabilité de celle qui part. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Et en même temps, fuck. Et en même temps, fuck. Et en même temps, fuck. J'ai chopé le Covid début février, bien avant que l'ennemi soit clairement identifié en France et que le chef de l'État nous déclare en guerre et nous intime l'ordre du retranchement. Une fatigue immense m'était tombée dessus à tel point que pour une fois, je décidai d'aller voir le médecin pour une prise de sang, guettant un autre ennemi, celui de la femme qui vieillit, de la femme quadra, de la femme qui fume depuis bien trop longtemps. Mes poumons, mes ovaires, mon utérus, où le crabe avait-il décidé de se loger? Résultat en demi-teinte, interprété mollement par mon médecin. Cloué au lit, je refaisais le malade imaginaire, en proie à une nouvelle et inconnue hypocondrie. Ou alors c'était juste un gros coup de fatigue, une lassitude d'un quotidien qui s'étiole, des bras qui ne s'ouvrent plus, un lit qui n'est plus un champ de bataille, heureuse et jouissive, un matelas qui reprend les formes distinctes des corps, l'une bien à droite, l'autre bien à gauche, et au milieu, le spectre bien lisse d'une atonie installée. L'ennui fatigue, la neurasthénie fatigue. Mon corps a devancé ma tête, a pris les devants, m'a envoyé un message clair et envoyé une sentence sans appel. A priori, mes oreilles étaient aux abonnés absentes. Puis la gueusie, croquant dans une pâtisserie orientale, la recrachant presque tant son goût cartonné et insipide, dénué de douceur sucrée, m'avait écœuré. J'avais perdu le goût des aliments, et avec le recul, le goût de la vie légère, simple et sans embarras. Manger sans saveur à la recherche d'une étincelle gustative, un peu de piment d'Espelette, un poivre bien corsé, nada. Mon palais était anesthésié, insensible aux saveurs, douces ou mauvaises. Et mon palais, c'était ma cervelle. Plus de goût à rien, une dénaturation prémonitoire, une longue vue prophétique. Et puis un dimanche, mon cerveau a décidé de faire le lien, de comprendre le message et de ne plus ignorer les signaux. 15 jours après la libération, j'ai quitté mon compagnon, le père de ma petite dernière. Et la culpabilité a débarqué en trombe, a fait irruption dans ma vie. J'ai osé la culpabilité. Non comme un état permanent, un fardeau à vie, mais comme un passage obligé, une étape à laquelle je ne pouvais me soustraire. Accepter la souffrance, accepter la culpabilité, la rendre légitime, puis en faire une petite boule et la laisser partir. Si la douleur est un passage obligé, la souffrance est un choix. Oser la rupture est-il plus simple pour une femme? J'aime à penser que nous, femmes, sommes rompues à la rupture, qu'elle fait partie de nous, je veux dire de manière physiologique. Nos cycles menstruels, nos états de petite fille, de jeune fille, puis de mère potentielle, et cette nouvelle génération de notre féminité qu'est la ménopause, nous habitue au changement, aux fractures, à une forme, justement, de régénération. Et en même temps, fuck. On ne s'autorise pas toujours à quitter l'autre, mais pourquoi? Ne pas reproduire le schéma familial ou reproduire un schéma déjà vécu? Devenir aux yeux des autres celle qui rompt, qui lâche, qui abandonne, qui cause du chagrin? C'est accepter d'être jugé sans qu'on ait pu soumettre ses arguments, sans avoir fait la diatribe du couple dans son intimité.
Et l'échec d'une relation n'a pas besoin de tribunal public. Elle ne se soumet pas au tribunal populaire. Penser à la souffrance que l'on inflige à l'autre, c'est le lier encore à soi, c'est l'infantiliser, le rendre encore dépendant, lui soustraire son libre arbitre. C'est le faire rentrer dans la dernière logique du couple, dans son ultime étape. C'est l'enfermer dans ses propres démons et c'est l'empêcher d'avancer et de sortir du dernier carcan. Penser à la souffrance qu'on inflige à l'autre manque aussi d'humilité. C'est se croire indispensable, c'est se croire irremplaçable, c'est se croire vital à l'autre. C'est penser qu'on remplit son espace, c'est admettre que le couple ne fait qu'un et que cette entité est insoluble. C'est empêcher le renouveau de l'atome. C'est oublier aussi que si on en est arrivé là, c'est que déjà depuis bien longtemps peut-être, on s'est soustrait au devoir d'amour, d'assistance, d'empathie, de caresse, de câlin, d'écoute. Quitter sa femme, son homme, c'est lui rendre son indépendance affective, c'est retrouver la sienne. Et c'est aussi dire non aux injonctions d'une société qui ne veut pas oser la culpabilité. Et en même temps, fuck. Partir, mais pas forcément partir pour un autre. Et là, il n'y a pas de point de comparaison. C'est compliqué parce qu'il n'a pas trouvé d'issue. Faut expliquer que rien n'est contre lui ou elle, mais que tout est pour soi. Ne pas dire que il ou elle mérite mieux, mais juste mérite autre chose. Et en même temps, fuck. Penser au mal qu'on fait aux enfants en partant, c'est oublier et nier le mal qu'on fait aux enfants en restant. Penser uniquement au mal qu'on fait aux enfants en partant, c'est oublier de leur dire qu'ils sont souverains, libres d'aimer et puis de ne plus aimer, de ne pas leur apprendre le douloureux chemin de l'acceptation de soi, dans nos limites, dans nos faiblesses. C'est nier notre liberté de choix et la leur. Et en même temps, fuck. Affronter à la fois la perspective d'une nouvelle solitude, mais aussi un sentiment de soulagement quand les mots ont été prononcés. Et pourquoi l'autre ne le vivrait-il pas de la même manière ? Ne pas être synchro sur cet état ne fait pas de lui une victime, mais un être résilient, et résilient à son rythme. Alors oui, créer le vide, c'est admettre de créer l'espace, c'est laisser place à la matière. Je suis persuadée que du chaos surgit l'étincelle de vie. Créer pour moi le vide est un moyen de renouer avec le vivant. Et en même temps, fuck. Et en même temps, Fuck est un podcast écrit par Esther Pi. J'ai été très heureuse de vous retrouver. Pour assurer un peu plus de régularité, je vous propose qu'on se retrouve désormais tous les 15 jours, toujours les lundis à 7h, mais tous les 15 jours. Et pour encourager la reprise, n'hésitez pas à partager mon podcast sur les réseaux sociaux, que ce soit en story, dans l'application Facebook, Instagram, les stories, TikTok, Snapchat et évidemment LinkedIn. Je vous embrasse très fort et vous souhaite à tous et à toutes une très jolie semaine. Bye.